On va accueillir Michel Girardin, qui est professeur d'économie à l'Université de Genève, expert en politique monétaire et économique, chef économiste et responsable des investissements dans le secteur bancaire en Suisse. Le voici pendant 20 minutes. Michel Girardin, s'il vous plaît. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravi d'être là pour officier en tant que grand témoin économique. Je me suis dit, pour une fois que mes 1m86 sont reconnus, donc je vais partager avec vous mes vues de la Suisse sur l'économie mondiale et aussi sur la France. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais j'ai quand même quelque chose à ma charge, c'est de dire que je suis aussi français. Je suis franco-suisse, mais en Suisse depuis pas mal d'années, donc ne m'en voulez pas si tout d'un coup je dérape sur un 70 ou un 90. Alors, on va parler d'économie et... Alors, attendez, voilà. Donc, le thème qui m'inquiète, mais d'un côté je dis c'est très bien que ce soit ainsi, c'est qu'on a des marchés qui indiquent aux politiques qu'ils font fausse route et qu'il y a besoin de corriger le tir. D'exemples, il y en a beaucoup. Il y a Trump actuellement, mais il y a aussi la France et Macron. Heureusement que Trump regarde les marchés, heureusement qu'il a des conseillers qui lui disent « Arrête, là tu fais des bêtises. Regardez par exemple, ça c'est le jour de la libération pour les États-Unis. » La libération de quoi, on se demande. Mais voilà, c'était la libération quand il a introduit les barrières douanières. C'est venu le 2 avril. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a choisi le 2 avril et pas le 1er avril? Parce qu'il s'est dit que tout le monde allait penser que c'était un poisson d'avril. April Fool. Il a dit ce n'est pas un poisson d'avril. Donc il a fait démarrer toutes les barrières douanières le 2 avril. Et donc c'est le jour de la libération. Et les marchés, tout de suite, est venue la sanction, comme vous le voyez sur ce graphique, qui montre en vert et en haut l'or, ensuite la bourse européenne, l'Eurostoxx, et l'indice américain, le S&P 500. Donc là, tout de suite, Trump a corrigé le tir, elle a dit « oui, d'accord, on va mettre des barrières douanières, mais enfin, tout est matière à discussion ». Vous savez que le président Trump est le maître dans les deals. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « The Art of the Deal ». Donc voilà, tout est deal pour lui. On met des taxes et après on discute. Ce qu'il veut, c'est que les présidents, les politiciens aillent le voir, aillent le retrouver, et puis à ce moment-là, on discute. Il y a beaucoup de discussions en Suisse aujourd'hui. La petite Suisse qui va souffrir passablement parce qu'on lui a imposé 39% de barrières douanières. Mais, il y a un mais, si les sociétés de la pharma investissent en Suisse, aux États-Unis, directement, les Roche, les Novartis, alors peut-être que ce chiffre sera revu à la baisse. Pour Macron, même problématique. On a aussi aujourd'hui des marchés qui scrutent avec beaucoup d'intensité ce qui se passe ou qui ne se passe pas sur la scène politique en France et qui traduisent ça par une prime à l'incertitude. On va parler de la dette, ça sera mon dernier volet, j'en ai 3. On va parler de la problématique de la dette en France. Là, ce que je vous montre, c'est le rendement des obligations de la dette française en bleu et sur l'échelle de gauche. Et en rouge, c'est le fameux spread. Vous avez peut-être entendu parler du spread. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde l'écart entre les rendements, le coût de la dette en France et le coût de la dette en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on constate? Ça, c'est sur l'échelle de droite. C'est que cette prime que les investisseurs demandent pour acheter cette prime de rendement, prime de risque que les investisseurs demandent pour acheter de la dette française, elle est en augmentation. On est à 80 points de base, on est à 0,8% et vous voyez que cette ligne rouge augmente. On est passé de 0,2 à 0,8. Idéalement, quand on regarde tout à gauche du graphique, je croyais avoir un laser, mais je ne l'ai pas.
Il est là, merci, merci. Vous voyez, donc ça c'est l'idéal, c'est quand vous vous trouvez ici, vous êtes à zéro. Les investisseurs estiment que la dette française vaut la dette allemande, qui sert de référence en matière de risque. On verra, l'Allemagne, les finances publiques en Allemagne sont bien plus meilleures, plus proches des fameux critères de Maastricht. Et donc voilà, ça c'est l'idéal. Plus ce ratio, cet écart augmente, et plus ça va être difficile. Et le problème, c'est qu'en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, et comme en Grèce, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de dettes, près de 60% en France. Vous voyez, bien plus qu'aux États-Unis, ici c'est 38%. 38% de quoi? 38% de la dette qui est détenue par des non-résidents. C'est exactement le problème qu'a connu la Grèce. Donc aujourd'hui, je vais faire un tout petit peu d'alarmisme là, mais je crois qu'il faut en être conscient. Si on veut éviter qu'un jour le FMI vienne à Paris et fasse ce qu'il en fait à la Grèce, quand il y a eu la Troïka qui a débarqué à Athènes avec le FMI, l'Union européenne et la Banque centrale européenne qui ont dit aux Grecs « Ok, vous avez besoin d'argent, on va vous en donner. Mais maintenant, c'est nous qui décidons combien touchent les gens qui partent à la retraite dans la fonction publique et ailleurs. » Donc si on veut éviter ça, il faut mettre de l'ordre, il faut que les rendements n'augmentent pas, parce que les Qataris qui achètent la dette française et les autres investisseurs institutionnels, à un moment donné, ils diront « Je suis désolé, mais 3,4% pour rémunérer le risque que j'ai d'acheter vos obligations, ce n'est pas assez. » Est-ce que vous savez jusqu'à quel niveau les taux d'intérêt ont augmenté en Grèce avant que tout le système soit sauvé par Super Mario Draghi, le président à l'époque de la Banque centrale européenne? Et il a lâché 3 mots qui ont sauvé tout le système. Il a fait ce que Macron a dit quand il y a eu le Covid, il a dit « quoi qu'il en coûte ». Mario Draghi a dit « everything it takes ». We'll do everything it takes to preserve the euro. Nous allons sauver l'euro. Vous savez à quel niveau étaient les taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce, ceux que je vous montre là pour la France? Quelqu'un a une idée? 45%. 45%. Vous imaginez ce que peut faire un pays quand il doit payer 45% d'intérêt à des investisseurs qui achètent ses obligations? C'est juste pas tenable, c'est pas possible. L'endettement de la Grèce à l'époque de la crise de la dette, c'était bien plus que la France aujourd'hui, c'était 170%, 170%. Si vous prenez 45% et que vous l'appliquez à ce 170%, vous avez à peu près l'intégralité de votre PIB que vous jetez par la fenêtre et que vous donnez aux détenteurs d'obligations pour les remercier d'avoir acheté votre dette. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Donc les marchés sont là, c'est la contrainte qu'il faut regarder aujourd'hui, de fait qu'il y a énormément de la dette en France qui est achetée par des non-résidents. Et qu'à un moment donné, ces gens pourraient perdre patience. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. Et c'est ce qui ne se passe pas au Japon. Parce qu'on le verra dans un instant, le champion de la dette dans le monde entier, c'est le Japon. Ils ont plus de 200% de dette par rapport au PIB. Mais personne ne parle d'une crise de la dette au Japon. Pourquoi? Parce qu'elle est financée presque exclusivement par les résidents. C'est les épargnants japonais qui achètent leurs dettes. Alors, là, voilà. Oups. Donc, on va parler, les trois questions clés que j'aimerais aborder avec vous. Trump va-t-il pousser le monde dans la stagflation, stagnation et inflation? Le dollar, on parle beaucoup du dollar aujourd'hui, va-t-il cesser d'être la monnaie de réserve mondiale? Les Américains jouent un petit peu avec ça, on verra pourquoi. Et puis, on finira avec la dette. Alors, quand on parle de Trump, on se doit de faire un petit retour en arrière et de voir qu'il avait un conseiller qui s'appelle Arthur Laffer, qui était l'économiste qui murmurait déjà à l'époque à l'oreille de Reagan, aujourd'hui il est âgé, et de Trump lors de son premier mandat. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Picasso qui dessine sur une nappe dans un restaurant. Il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Et au moment de payer sa note, il lâche le restaurateur, lui dit « Ah, mais c'est très bien ton dessin. »
et il lui dit bah oui, ça vaut $1 million. Et le restaurateur lui dit mais vous rigolez, vous avez fait ça en 30 secondes. Là. Ici, je dis oui, j'ai fait ça en 30 secondes, mais derrière, il y a 10 ans de travail. Donc, Arthur Laffer, il a fait la même chose aux États-Unis. Il a dessiné cette courbe et avec ça, il a gagné le poste de conseiller auprès de Don Rumsfeld. Et qu'est-ce que c'est que cette courbe? Elle porte son nom depuis, c'est la courbe de Laffer. La courbe de Laffer, elle dit ceci. Quand vous mettez le taux d'imposition sur l'axe horizontal, ici, et les recettes fiscales sur l'axe vertical, vous avez une courbe en cloche. C'est la courbe de Laffer. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette courbe? C'est que si vous êtes à 0% d'imposition, bah vous avez 0% de recettes, vous avez 0 recettes. Mais si vous êtes à 100%, vous avez aussi 0 de recettes parce que plus personne ne travaille. Et donc, il y a à quelque part ici un optimum. L'optimum ici, c'est ce taux B. Si vous êtes à droite du taux B, vous êtes dans une partie de la courbe qui est intéressante. Et je pense qu'en France, on doit y réfléchir parce que je pense qu'on s'y trouve. On a une fiscalité, ça a été souligné par Madame Dupasquier, qui est confiscatoire. Et donc, dans ce cas-là, si vous diminuez le taux d'imposition, vous augmentez les recettes. Vous voyez ici, si vous passez, mettons, du taux C au taux B, vous diminuez le taux d'imposition, les recettes augmentent. Elles passent de ça à ça. Donc, mais ça ne marche que si vous avez une fiscalité confiscatoire. Si vous êtes dans la zone normale, qui est jusqu'à ce taux B, qu'on peut estimer à autour de 50%, 50% ce serait le maximum, là, non. Si vous diminuez les taux d'imposition, vous n'augmentez pas les recettes fiscales. Alors, Reagan comme Trump ont essayé, et Macron aussi, quand il est arrivé en 2017, a essayé de résoudre le problème de la dette par la croissance et l'investissement. Parce que vous savez que la dette, on la compare à la croissance. C'est un ratio. Et regardez ce qui se passe ici, ça c'était pendant les 30 Glorieuses, entre 1950 et 1980. Vous voyez que le ratio dette sur PIB aux États-Unis, il diminue. Il passe de 70% à 30%. Donc il est presque coupé par deux aux États-Unis. Mais pas parce qu'on fait de l'austérité, comme la Grèce l'a connu quand le FMI a débarqué à Athènes, mais simplement il y a une croissance de la dette, ici en bleu, vous voyez, mais le PIB augmente plus rapidement. Donc vous avez un numérateur qui augmente, la dette, et le dénominateur qui augmente plus rapidement, donc le ratio est diminué. Macron a essayé exactement de faire ça quand il est arrivé. C'est pour ça que c'est fondamental de parler d'investissement, de croissance. C'est ça qui fait. C'est pour ça que c'est fondamental de diminuer l'incertitude politique en France. Parce que si on veut régler le problème de la dette, on peut le faire sans austérité, mais il faut pour cela de la croissance. Et quelle meilleure croissance que l'investissement? Parce qu'aujourd'hui, de parler de dette excessive, ça n'a aucun sens. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais notamment, il faut regarder de quoi est composée cette dette. Si c'est uniquement des dépenses de consommation ou de salaire dans la fonction publique, effectivement, ce n'est pas une bonne dette. Si c'est une dette qui, au contraire, sert à fait d'investissement dans les infrastructures et autres, alors c'est une bonne dette. Prédire la croissance avec la confiance des consommateurs aux États-Unis, j'ai constaté qu'il faut regarder, on a parlé de confiance avant quand on parlait de la Banque de France, la confiance des consommateurs c'est essentiel, la consommation c'est le moteur essentiel de la croissance aux États-Unis, mais ce qu'il faut regarder ce n'est pas le niveau de confiance, c'est la comparaison entre deux niveaux sur une année précédente. Et ici, ce qui est important de voir, ce n'est pas le niveau, ça ne va pas vous être utile pour prévoir les récessions. Les récessions, elles sont indiquées par ces barres verticales. Mais en fait, il faut comparer la confiance aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 12 mois. Et lorsqu'on passe sous la barre de 20%, donc quand cette confiance diminue de plus de 20%, on est en zone de récession. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont en zone de récession. C'est aussi ce que véhicule le marché de l'emploi. Ça, c'est une moyenne mobile sur les créations d'emplois, les non-farm payroll, qui sont publiées tous les premiers vendredis du mois. Et donc là, quand on a, vous voyez, depuis 1945, c'est un indicateur qui marche très bien. Quand on arrive vers zéro, on rentre en récession.
Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais l'économie américaine ralentit. Il y a toujours des persistances d'inflation, donc c'est ce qui fait que la Banque centrale traîne un peu les pieds pour baisser les taux d'intérêt, alors que les mouvements sont bien plus engagés ailleurs, et notamment en Europe. Donc voilà, c'est un peu la situation qui est difficile pour les États-Unis aujourd'hui, une croissance stagnante et une inflation qui remonte. La croissance est plus forte aux États-Unis, ça c'est l'indicateur des indices de manufacturiers, les PMIs, Purchasing Manager Indices. Vous voyez que les États-Unis sont tout en haut, ils sont à 54. Quand on est au-dessus de 50, on est en zone de croissance. En dessous, on est en zone de ralentissement, voire de récession. Donc ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, l'économie est plus forte qu'en Europe, mais qu'en la zone euro, mais c'est quand même beaucoup plus volatile. Alors que dans la zone euro, on voit qu'il y a une tendance au rebond, c'est le cas de le dire, et donc les perspectives ici restent bonnes. Deuxième thème que je vais aborder avec vous, le dollar. Le dollar va-t-il cesser d'être la monnaie de référence ? En fait, les Américains, il y a un autre conseiller aujourd'hui qui s'appelle Stephen Miran, M-I-R-A-N, qui est le chef des conseillers économiques de Trump et que Trump a poussé et a forcé à être nommé à la Banque centrale, à la Fed. Et Stephen Miran, c'est monsieur Tariff, c'est monsieur barrière douanière, et c'est lui qui dit aussi le problème des États-Unis, c'est la surévaluation structurelle du dollar. Et donc, quand on doit régler le problème des États-Unis, qui est cette guerre commerciale qui est amorcée avec la Chine, vous voyez ici les exportations américaines vers la Chine, et en rouge, les importations américaines de la Chine, et en jaune, eh bien, c'est le solde qui est négatif de 300 milliards de dollars. Miran, il ne dit qu'une chose, tout ceci est lié au fait que le dollar est surévalué, et c'est lié au fait que le dollar est surévalué parce qu'il joue le rôle de monnaie de réserve mondiale. Alors, la surévaluation du dollar, on a un moyen de l'estimer, je vous présente ici mon estimation. Là, c'est par rapport au franc suisse, mais par rapport à l'euro, c'est pareil. Il y a eu une période, sous Reagan, justement, où le dollar a été fortement surévalué. Depuis, on ne peut pas parler vraiment de surévaluation massive. Mais en fait, Miran, ce qu'il dit, c'est qu'il aimerait que les États-Unis fassent un nouvel accord de Plaza. L'accord du Plaza, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en 1985. Donc justement, c'est là que les Américains ont commencé à avoir un déficit. On parlait de twin deficit. Et ils se sont retrouvés, le G5 s'est retrouvé à New York, à l'hôtel Plaza, à côté de Central Park. Et on a présenté ça comme un accord du G5. En fait, ce n'était pas du tout un accord du G5, c'était un bras de fer entre les États-Unis et le Japon. Le Japon, à l'époque, occupait la place qu'occupe la Chine aujourd'hui. C'était eux qui avaient un surplus colossal vis-à-vis des États-Unis, et c'est eux que les Américains ont forcé à réévaluer leur monnaie. Ils ont dit, nous, on va dévaluer le dollar, et regardez ce qui s'est passé. Le dollar est passé, là je vous le remonte par rapport au franc suisse, mais entre le sommet du Plaza, on était à pratiquement 3 francs pour un dollar. Aujourd'hui, on est à 80 centimes. Mais entre 85 et 87, le dollar a été divisé par 2, suite aux actions des banques centrales, avec ce fameux accord du Plaza. Et donc, les Japonais se sont exécutés. Ils ont dit, mais oui, monsieur le président Reagan, on va laisser notre monnaie s'apprécier. Ça porte même un nom en japonais, c'est le Endaka. Et le Endaka, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Le Japon est un pays exportateur, comme la Chine aujourd'hui, et ça a complètement tué l'économie avec l'éclatement de la bulle de l'immobilier et des marchés financiers qui a éclaté 2 ans plus tard. La force du yen a mis le pays à terre. Et aujourd'hui encore, il y a des forces déflationnistes au Japon. Donc les Chinois savent très bien tout ça et n'accepteront jamais l'idée de Miran d'imposer un nouvel accord, cette fois-ci aux Chinois, où on dit « vous devez réévaluer votre monnaie ». Leur monnaie est complètement sous-évaluée. Le yuan,
Regardez ici, vous payez aujourd'hui 7 yuan 12 pour acheter $1. Mon estimation de ce que devrait être la parité juste du yuan pour acheter $1, c'est à peu près 4, juste un peu moins de 4. Donc ça veut dire que le yuan est fortement sous-évalué. Et c'est ce qui les aide à exporter. Mais les Chinois n'accepteront jamais d'avoir la même la soumission que les Japonais. Pourquoi? Parce que les Japonais, ils ont dû s'exécuter. Les Américains avaient beaucoup de bases militaires au Japon et leur ont dit, maintenant, vous allez faire ce qu'on vous dit. Donc là, il y a une impasse pour Trump. Et moi, ce que je pense, c'est que les déficits commerciaux, les déséquilibres commerciaux ne se règlent pas à coup de manipulation, à coup de barrières douanières ou à coup de manipulation sur les taux de change. Ils se règlent par un problème de surconsommation aux États-Unis et de sous-consommation en Chine. Regardez ici. Là, je vous montre les taux d'épargne. Hein, c'est la même image. Bon, commençons par la consommation. 40% du PIB en Chine. 70% du PIB aux États-Unis. Le taux d'épargne aux États-Unis, c'est 5%, un peu moins, et 40% en Chine. 40%. Comment voulez-vous que la croissance s'instaure en Chine avec des ménages qui n'ont pas confiance dans leur retraite et qui épargnent de ce fait 40% de leurs revenus? Voilà, c'est juste pas possible. Donc le déséquilibre, il est là, parce que toute cette consommation, cette surconsommation que vous avez aux États-Unis, eh bien, il faut l'alimenter. Et alimenter comment? Mais par les importations. Donc, la cause du déséquilibre, elle est là. Alors, la dette, on va en parler. On en parle beaucoup en France. Il n'y a pas que en France où la situation est problématique, mais on va quand même parler de la France. Donc, Bayrou, juste avant de partir, il s'est fait harakiri en parlant d'endettement excessif de la France. Dette publique, vous la voyez ici en France en milliards d'euros sur l'échelle de gauche et en pourcentage du PIB sur l'échelle de droite. Le problème, c'est que Bayrou a dit déjà en 92 que cette dette était insoutenable. Et à l'époque, vous le voyez ici, on était à un peu plus de 40%. Aujourd'hui, on est à 114% du PIB. À l'époque où il a lancé le même cri d'alarme, où il a hurlé au loup, c'était en 93 et on était à 40%. La palme de l'alarmisme déplacé sur la dette, on la doit à Raymond Barre, qui en 76 a hurlé aussi en disant la France vit au-dessus de ses moyens. À l'époque, le déficit public, c'était 1,5% du PIB et la dette, c'était 20% du PIB. On aimerait bien revenir à ce genre d'exagération. La dette publique aujourd'hui à 114%, là j'ai repris une étude faite par des économistes français qui sont remontés jusqu'à 1815 pour étudier l'évolution de l'endettement en France. Comment est-ce qu'on peut dire que 114% c'est trop élevé? C'est impossible. Je vais vous le montrer, je vais vous dire pourquoi exactement. Mais déjà là, vous regardez, on a atteint 300% pendant les guerres. Et surtout une moyenne de 200% entre les deux guerres. Donc aujourd'hui, on est en dessous de la moyenne historique de cet endettement. Si on le compare à l'international aussi, on dit aujourd'hui, ça c'est pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est génial, là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Athènes, les journaux à Athènes qui s'inquiètent de la situation en France. Regardez la dette en Grèce, hein, elle était de 170% au moment de la crise de la dette, ici, et là, le FMI débarque à Athènes, et boum, austérité. La Grèce a connu, il faut quand même le savoir, hein, quand la Troïka a débarqué en Grèce pour régler les problèmes, ils leur ont imposé une cure d'amaigrissement. Le PIB de la Grèce a diminué de 30%. C'est une grande dépression. C'est ce qu'ont connu les États-Unis après le krach de 29. Donc c'est d'une ampleur sans précédent. Donc vous voyez, oui, est-ce que c'est beaucoup? Alors si on se compare à la zone euro, oui, la zone euro c'est 87%, l'Allemagne 64%, mais sinon il y a bien d'autres pays, l'Italie, on est bien au-dessus de la France. Alors, si on regarde par rapport aux critères de Maastricht, oui, effectivement, on en est loin.
je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le critère de Maastricht, c'est de dire 60% maximum de dette par rapport au PIB. Moi, j'ai une question, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de crise de la dette aux États-Unis? La dette aux États-Unis, vous la voyez ici, c'est 120% du PIB. C'est donc bien plus que ce que nous avons dans la zone euro. Eh bien, il y avait un haut personnage français, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait la réponse. Lui connaissait la réponse. Et ça a été le premier à utiliser le terme de privilège exorbitant pour les États-Unis. Il leur a dit, vous avez un privilège exorbitant. C'est celui d'émettre une monnaie qui sert de monnaie de réserve mondiale et donc qui entraîne une demande naturelle de tous les investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis, qui doivent constituer des réserves de change, qui doivent acheter des actifs sûrs, et donc ils achètent des dollars. Et ces achats vous permettent de réduire le coût de la dette. Quand vous devez financer votre dette, la Banque centrale européenne a estimé que les États-Unis épargnent en moyenne 1,6%, 160 points de base, par an, du fait de ce statut de monnaie de réserve mondiale. Donc, ils jouissent de ce privilège exorbitant. Alors, en France, moi, ce que je dis, c'est que la dette, on ne peut jamais dire qu'elle est trop élevée. Et ce qu'il faut regarder, c'est quel est le coût de la dette. Et si ce coût se compare favorablement à la croissance ou pas. Alors, le coût de la dette, on en parle aussi en France, mais on le compare à la mauvaise variable. Je l'ai indiqué ici, on la compare aux dépenses de l'État. Donc, on dit combien nous coûte la dette et comparé à tout le budget. Si vous faites ce ratio aujourd'hui, vous dites, pourquoi est-ce qu'il y aurait péril à la demeure? Regardez, on est au plus bas, historiquement. Non, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Parce que vous pouvez avoir, et en l'occurrence c'est le cas de la France, le pourcentage de dépenses publiques, il est très élevé. La France détient le triste record du pourcentage de plus de 55% de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc c'est une dépense très élevée. Vous prenez le coût de la dette que vous comparez à quelque chose de très élevé, le ratio va paraître bas. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, et ça c'est ma mesure, je l'ai appelée l'insoutenable légèreté de la dette, la dette, elle est soutenable tant que vous pouvez la financer. Et ce que je fais ici, c'est que je prends la dette publique en pourcentage du PIB et je multiplie ce même ratio. Donc là, vous voyez, cette courbe démarre ici à 60% et termine ici à 114%. Vous avez une récession ici pendant la grande récession de 2008 quand le ratio est à 70. Vous en avez une autre quand elle est à 100. Vous en avez une autre ici avec le Covid, après ça monte à 120. Impossible de dire à quel moment too much is too much et la dette, c'est trop élevé. Il faut regarder, une dette peut être soutenable si les taux d'intérêt sont bas et à l'inverse, et c'était le cas aux États-Unis, elle peut être très faible, mais les taux d'intérêt sont très élevés et du coup, c'est insoutenable. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est effectivement dans une zone à risque. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt augmentent. C'était un de mes premiers graphiques. Et donc, quand on l'applique à ce ratio ici, on voit qu'on est au-dessus de cette barre de soutenabilité que j'ai identifiée à 3%. Conclusion. Oui, je vois que mon prompteur clignote et me dit « vous êtes à 0 », donc j'ai consommé mon budget. Moi, ce que je dis, c'est que la récession peut être évitée si les banques centrales et Trump le veulent bien. En France, il est primordial d'en finir, c'est mon dernier point, avec l'instabilité politique en France. Les déséquilibres commerciaux, je vous l'ai dit, ne se règlent pas à coup de barrières douanières ou de manipulation sur l'échange, mais avec des changements structurels sur les structures de sur- ou sous-consommation. Voilà, le dollar, il va faiblir, il va rester faible, mais on n'a pas vraiment d'alternative comme monnaie de réserve mondiale. Un dernier point, et après j'arrête. Est-ce que ce monsieur, vous le connaissez? Oui. Alors, est-ce que vous savez qu'il a tenu ce discours un jour? Et je le trouve merveilleux, ce discours. Et c'était ici à Paris. C'était au Congrès international de la paix, le 21 août 1849. Et regardez ce qu'il a dit, donc Victor Hugo.
un jour viendra où vous, France, il parle de tous les pays, bon, la Russie, Italie, vous, Angleterre, vous allez vous réunir, vous allez, sans perdre vos qualités distinctes, et vous allez faire comme quand on a créé la France. Un jour viendra où l'on créera les États-Unis d'Europe. Et là, je termine là, Fabrice, après, voilà. Est-ce que, je vais vous donner l'exemple de la Suisse, un modèle de fédéralisme. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut me dire quel est le nom du président de la Suisse? Vous le connaissez? Vous la connaissez? C'est une femme, en l'occurrence. Elle s'appelle Karine Keller-Sutter. Mais en France, si vous demandez à des Suisses quel est le président de la France, en tout cas sur la partie romande, la partie francophone de la Suisse, vous risquez d'avoir pas mal de réponses justes. En Suisse, même à des Suisses, vous leur demandez quel est le président de la Suisse, et il va dire, et puis il va se tromper. Pourquoi? Parce qu'on a 7 conseillers fédéraux qui, chaque année, au 1er janvier, se donnent la fonction de présidence. Donc le modèle du fédéralisme commence là. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'en inspire et qu'on se rapproche tant en Europe qu'en France de des États-Unis d'Europe et du modèle fédéral auquel rêvait Victor Hugo. Merci pour votre attention. Merci. Vous disiez il y a quelques instants que les journaux grecs se moquent un peu de la situation française. Et les journaux suisses, et qu'est-ce qu'on dit en Suisse depuis 3 jours? On est consterné ou on rit, franchement? On est inquiet. Ouais, on est inquiet. Ouais, c'est normal. Oui. Ouais. Michel Girardin, s'il vous plaît. Merci.